France Culture, bienvenue au club. Sébastien Thème. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Bienvenue au club, une leçon d'écriture donnée par un scénariste de bande dessinée qui écrit partout et pour tous les médiums. Il sort en 1997 sa première BD, Le Troisième Testament, texte sacré qui rencontrera son public avec succès. Depuis, il a repris l'écriture de la série Torgal, créée par Jean Van Hamme en 1977, ou d'un merveilleux robot de lumière et d'acier, un chevalier des temps nouveaux, Goldorak, mais a aussi réinventé la fable politique d'Orwell, La ferme des animaux, en s'interrogeant sur la révolution non violente, jusqu'à son nouvel opus, une nouvelle mutinerie sur un navire avec à son bord de l'or et des diamants qui nous emmène vers Sumatra. Bonjour Xavier d'Horizon. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous présenter le premier volet d'un diptyque historique et sur les mers 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, publié chez Glénat, une BD sur l'eau inspirée d'une histoire vraie qui raconte une mutinerie sur un navire du XVIIe siècle, un navire majestueux, le Jakarta, qui s'inspire donc du Batavia, bateau de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, à son bord donc de l'or, des diamants, assez pour corrompre l'empereur de Sumatra, à son bord également 300 personnes, 300 personnages désespérés qui tentent la misère d'Amsterdam, mais ils rêvent à quoi ces personnages désespérés qui quittent Amsterdam? Sur un navire de 300 personnes, il y en a une vingtaine qui sont soit les membres de la compagnie eux-mêmes, soit quelques invités de luxe qui rêvent simplement soit de faire fortune, soit de faire un voyage d'agrément. C'est notamment le cas de notre héroïne qui rêve juste, elle est juste forcée de rejoindre son mari, mais pour l'essentiel, ces gens rêvent juste de survivre. Ils sont soit condamnés à mort, soit recherchés. C'est pour ça que ce navire est plein de criminels. Soit c'est des gens qui littéralement meurent de faim dans ce qui s'appelle à l'époque les Provinces Unies. Et bref, la grande majorité des gens à bord de ce type de navire étaient désespérés et c'était quelque part la mort ou la mort. Et là, c'était la mort en mer. C'est la possibilité d'une vie nouvelle, peut-être aussi un peu de lutte des classes Alors, il y a bien une notion de classe, mais on n'en est pas encore à la lutte des classes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens extrêmement riches et extrêmement puissants qui sont ceux de la compagnie hollandaise des Indes orientales, qui, pour que les auditeurs comprennent, c'est une compagnie dont la puissance pourrait être comparée aujourd'hui à une association de tous les GAFA, hein, Google, Amazon, tous ensemble. On aura à peu près une idée de la puissance de la compagnie hollandaise, qui avait son armée, sa monnaie, bref. Et à côté de ça, vous avez des gens qui, à terre, ne mangent pas tous les jours, ou qui peuvent, pour un oui ou pour un non, être tués. Donc, il y a effectivement des classes, mais elles sont encore plus éloignées, mais fois 100 de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On le dit justement dans votre bande dessinée, et c'est adressé à votre personnage principal. Un des personnages lui dit « Vous avez raison, il vaut toujours mieux être en mer pour faire de nouvelles choses ». Alors Xavier d'Horizon, est-ce que cette BD en mer vous a permis à vous de faire des choses nouvelles ? J'avais déjà écrit des histoires de marine, notamment de piraterie. Bon, mais là, il ne s'agit pas d'histoire de piraterie. Ce qui était nouveau, c'est qu'il s'agit d'une pure aventure maritime. Bleu Thomas est dans la tradition de ce qu'on pourrait voir comme, par exemple, les révoltés du Bounty. Là où c'était nouveau pour moi, c'est que c'est un huis clos. En fait, bien sûr, c'est un grand navire et on va sentir le vent, les embruns, la pluie, la tempête, etc. Mais en fait, c'est quelques personnages qui sont tous très proches les uns des autres. C'est un navire exigu, il faut imaginer. Il fait 50 mètres de long, il y a plus de 300 personnes à bord, et ça fait moins de 50 mètres de long, en fait. Et ces gens vont devoir vivre ensemble des mois et des mois avec la puanteur, la chaleur, on y reviendra peut-être, mais des conditions absolument dingues. Et ce qui était nouveau pour moi, c'était finalement de faire tenir un album assez grand. C'est un très gros livre, qui est prévu déjà en diptyque. Alors il est prévu en diptyque parce qu'en fait, dans l'histoire vraie de ces naufragés du Jakarta, il y a vraiment deux aventures. Il y a cette première aventure qui est un voyage incroyable avec une tentative de mutinerie, un naufrage. Bon, je spoil rien, c'est dans le titre. Et une deuxième aventure qui va se dérouler intégralement sur une île, un ensemble d'îlots perdus au large de l'Australie.
et où va se dérouler un des drames les plus effroyables, peut-être même le plus effroyable de toute l'histoire de Marine, qui n'est pas le naufrage, qui est en fait la façon dont ces gens vont vivre sur l'île. Et la phrase que vous avez citée est justement la phrase de celui qui va être le protagoniste principal de ce drame, qui s'appelle Hieronymus Cornelius. C'est un apothicaire ruiné, l'homme qui est aussi l'homme probablement le plus intelligent et le plus cultivé du bord. Et lui ne veut ni faire un voyage, ni faire une lutte des classes. Lui, il a décidé de faire main basse sur l'or du navire et avec des moyens extrêmes. Tout en observant, évidemment, ses congénères, on peut dire. Oui, en fait, il fait partie de ces quelques personnes qui étaient vraiment des gens à part. Hein. C'était un disciple des théories libérales d'un peintre qui était lui-même recherché par l'Inquisition, qui s'appelle Torrentius. C'était des gens qui avaient cette idée assez folle à l'époque de croire que... comme nous étions des créatures de Dieu, eh bien, suivre nos envies et nos désirs, c'était faire plaisir à Dieu. Et donc, lui, son désir, c'est de faire main basse sur l'or et donc d'être libre grâce à ça. Mais bon, ce n'est pas vraiment la liberté, c'est beaucoup plus le libre arbitre. Et c'est ce personnage qui va être la clé de l'explosion de violence qui va avoir lieu dans les 2 tomes de cette histoire. Vous collaborez avec Timothée Montagne au dessin, avec qui vous avez déjà travaillé au second cycle de la série Le Troisième Testament, Julius, à partir des années 2010. Est-ce que vous avez réussi à faire des choses nouvelles à Timothée Montagne, tiens ? Alors, oui, je ne sais pas si j'ai réussi à lui faire, mais lui, en tout cas, il est arrivé. Timothée Montagne, c'est un très, très grand dessinateur réaliste et semi-réaliste, puisqu'il vient un petit peu de ces 2 écoles. Et l'enjeu sur cet album, pour lui, était de répondre à une sorte de cahier des charges complètement contradictoire et fou que je lui avais donné. Puisque d'un côté, il y avait une nécessité réaliste de représenter un navire, des costumes, bref, représenter l'époque. Et ça nécessite d'être fidèle à la réalité. Et injonction totalement opposée et paradoxale, être romanesque. C'est-à-dire s'éloigner justement de la réalité pour capter le souffle de l'aventure, le souffle du voyage. Et l'un, normalement, ne va pas avec l'autre. Et lui est arrivé à dépasser ce challenge, aidé en cela par une coloriste extraordinaire qui s'appelle Clara Tessier, dont c'était aussi incroyable le premier album. Et elle a réussi à retranscrire la même chose, c'est-à-dire à la fois une fidélité aux couleurs et aux ambiances et aux atmosphères qu'on peut avoir en mer dans ce genre de voyage, et en même temps les dépasser. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, chez un dessinateur, ou qu'est-ce qu'il attend de vous? Peut-être si on veut renvoyer la balle. Moi, j'ai une vision en général assez claire du type d'illustration que j'aimerais pour mes albums, qui sont souvent quand même cette contrainte paradoxale dont je vous parlais, c'est souvent celle quand même que je demande à mes dessinateurs parce que ça fait partie du type de récit que j'aborde. Inversement, je pense que eux, ils peuvent attendre de moi, et c'est tout à fait normal que je sois à 2000% sur chaque album, ce que j'essaie de faire, à la fois dans la recherche de documentation, dans la précision de ce que je leur propose, dans le ping-pong qu'on peut avoir. Justement, pour travailler comment ce ping-pong, il ressemble à quoi? Alors, moi, le type de collaboration que je propose sur tous mes albums, c'est une forme de dictature éclairée. Ça commence mal. Non, mais en fait, je crois que c'est vraiment le bon processus, vous savez, en art. Dictature, pourquoi? Dictature parce que je pense que celui qui fait décide. Donc, par exemple, celui qui fait le dessin va au final décider du dessin, celui qui fait le storyboard décide du storyboard, et celle qui fait la couleur va décider au final de la couleur. Mais éclairé, ça veut dire que avant cette décision, on va tous les 3, y compris d'ailleurs, je devrais dire tous les 4 avec notre éditeur, s'astreindre à éclairer l'autre. C'est-à-dire à lui donner son avis, son investissement, ses remarques. Et donc moi, je discute énormément du scénario avec mon éditeur, avec Clara Tessier, avec Timothée Montagne. Je prends vraiment toutes leurs remarques avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, elles me sont très utiles. Mais au final, au bout d'un moment, s'il y a besoin, c'est moi qui décide. Et j'accepte bien entendu la réciproque. C'est-à-dire que sur le dessin et sur le storyboard, je vais beaucoup discuter, mais à un moment, s'ils veulent décider c'est normal. Et c'est ce processus en tout cas dans lequel on travaille.
Cette dictature éclairée dont vous parlez me fait penser à une fable de George Orwell, La ferme des animaux, fable dont vous vous êtes inspiré pour réaliser Le château des animaux, dont le 3e tome a paru en novembre dernier chez Casterman, et dont la ferme a été remplacée par la vie de château. Une vie de château qui permet toujours de critiquer le système totalitaire, Xavier d'Horizon ? Oui, en fait... Alors, c'est pas une suite, Non. Pour vos auditeurs comprennent bien, c'est juste, on prend un univers avec des animaux et un château abandonné qui fait penser à ce qu'était la situation, en fait, à la fin de la ferme des animaux. Et dans ce contexte dictatorial, où un taureau et ses chiens malmènent des animaux, nous allons essayer de suivre une... C'est un cochon, les chiens. Alors, dans la ferme dans la ferme des animaux, le dictateur Napoléon est bien entendu un porc et il est aidé par une milice de chiens. Tout à fait. Et dans le château, j'ai voulu prendre un autre symbole de la force et de la puissance, un taureau qui s'appelle le président Silvio. N'y voyez absolument aucun lien avec d'autres représentants politiques outre. Ah ouais. Et là, cette révolution a cette énorme différence avec celle proposée dans La ferme des animaux par George Orwell, c'est que cette révolution suit les grands principes effectivement de la désobéissance civile, parce que je voulais proposer une histoire où c'est la non-violence qui va renverser la violence. Ça existe au quotidien, ça a existé dans notre réalité. C'est pas du tout un souhait de doux rêveurs parisiens. C'est quelque chose qu'ont vécu d'abord des millions d'Indiens, mais aussi des gens en Serbie, en Pologne. Enfin, on pourrait citer tous ces pays et en Ukraine au moment d'abord de la Révolution orange puis de la Révolution de Maïdan. Donc c'est possible. Et j'en ai fait une fable. Voilà. Et vous, dans votre vie au quotidien, c'est quelque chose que vous mettez en place, cette espèce de révolution non violente ? Dans ma vie au quotidien, j'aimerais bien être... Alors, évidemment, non violent physiquement, oui, bien entendu. Non, mais il y a je n'exerce aucune violence physique, mais il peut m'arriver, comme tout un chacun, j'ouvrais les guillemets, de péter un plomb, et malheureusement d'être un peu trop humain, mais oui, ce sont des principes que j'essaye d'appliquer ou de faire connaître. C'est qui commencent en général d'abord par de l'humour, qui commence par essayer de rendre l'injustice visible. C'est la première chose, ne pas se taire. Et c'est vrai face à ça peut être un manager désagréable, face à un professeur un peu sadique. Ça peut se voir dans des tas de situations de la vie de tous les jours. Là, oui, modestement, j'essaye, ou à travers la Ligue des auteurs professionnels auquel j'ai participé. Est-ce que vous avez déjà opéré une révolution ? Est-ce que quand vous vous lancez dans la bande dessinée après un diplôme dans une école de commerce, c'était déjà une première, ou une petite, ou une grande révolution ? Pour moi, c'était une révolution parce que je viens d'un milieu où il n'y a absolument pas intellectuel, où il n'y avait pas de livres, pas de bande dessinée. Donc, dans mon cadre personnel et familial, ça sortait un peu de nulle part. Mais c'était une révolution que j'ai pas eu à me battre. Personne n'a voulu m'arrêter. Hein. Mais ça sortait de nulle part. Après, plus globalement, dans l'édition, c'est amusant de voir que au moment où moi j'ai commencé à faire de la bande dessinée, des gens comme Fabien Nury ou comme Alex Alice, qui avaient aussi suivi un parcours similaire au mien, sont mis à faire de la bande dessinée. Non pas que le marketing et l'école de commerce envahissent l'art, mais c'est plus que je pense que la formation, non pas d'école de commerce d'ailleurs, mais de prépa HEC, qui forme à la fois les gens à une culture littéraire et à une culture de la raison via les maths, est en fait un excellent apprentissage de l'écriture. Mais c'est pas le seul, voilà. Et est-ce que le succès, par exemple, de cette première bande dessinée, le 3e Testament, en 97, est-ce que ce succès, justement, vous a donné l'élan pour vous lancer pleinement dans la bande dessinée ? Est-ce que si, par exemple, ça n'avait pas marché, vous auriez fait autre chose ? À l'époque, je faisais autre chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais pour Barclays, donc je faisais autre chose. Mais l'avantage, bien entendu, c'est quand vous avez un premier album qui marche bien, c'est que on lit avec un peu plus d'attention votre manuscrit, et puis on vous propose de travailler. Moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un moment, une sorte d'embouteillage dans ma vie où je pouvais pas à la fois avoir un poste au grand compte chez Barclays et écrire la nuit et le week-end et avoir des enfants, voilà. Donc j'ai fait un choix. Mais si cet album avait pas marché, le choix aurait été probablement de tenter encore un peu et probablement que j'aurais lâché l'affaire un jour ou l'autre, c'est probable. L'amour de la BD, ça vient d'où alors ?
Vous savez, l'amour, on ne sait jamais d'où ça vient. Ça fait partie des grands, moi j'appelle ça des grands tragiques de la vie, comme la vieillesse, la maladie ou la mort, qui sont nettement moins joyeux. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Qu'on peut prévoir. On peut les prévoir, mais vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire. Ça arrivera. Un jour, vous mourrez, un jour, vous serez vieux, un jour, vous serez malade. Vous ne pouvez rien y faire. Et l'amour, on ne peut rien y faire non plus. Ça vous tombe dessus. Et moi, j'ai des souvenirs assez clairs de moments où il m'est tombé dessus. Il y en a 2. Arrivé en CP, je vais dans le coin de lecture de ma salle de classe et je tombe sur un Boulet Bill. Bon, coup de foudre. Et quelques semaines plus tard, je vais dans un magasin de journaux de notre époque et je tombe sur un Strange. Les gens de ma génération connaîtront. On disait bien Strange, hein, pas Strange. Non, c'était vraiment Strange, avec Iron Man. Et je vois, et je me souviens encore de ce jour où je fais quelque chose qui ne se faisait pas à notre époque. Je demande au grand-père qui était avec moi ce jour-là de m'acheter quelque chose. Je ne demandais pas, hein, ça ne se faisait pas, ça valait 5 francs. Et je suis en admiration devant cette couverture. Et voilà. Et le coup de foudre était arrivé. La première mutinerie. La première mutinerie légère. Je ne risquais pas le fouet ou d'être jeté par-dessus bord. Et vous remettre, par exemple, dans les souliers d'un Jean Van Damme pour Torgal ou du japonais Go Nagai pour Goldorak, ça vous a fait quoi ? Ces 2 expériences, alors j'ai effectivement au cours de mes quelques années de carrière, j'ai à la fois eu des créations originales et puis il m'est arrivé de travailler pour des licences. J'ai 2 rapports très particuliers à ces 2 grands personnages que sont Jean Van Damme et Go Nagai. Jean Van Damme, ça a été l'homme qui d'abord a rendu le rêve possible. J'étais étudiant en école de commerce, je faisais partie d'une organisation du festival bande dessinée des grandes écoles et le hasard fait que je me retrouve en charge de Jean Van Damme. On l'invite, je dois aller le chercher à son hôtel, l'emmener au restaurant, etc. Et pendant une journée, je suis littéralement fasciné par le personnage. Le soir, j'avais tellement souri que j'avais mal aux joues, aux zygomatiques. Et je me rends compte pour la première fois qu'un scénariste, c'est quelqu'un de réel. Alors, quelqu'un d'extraordinairement charismatique et intelligent, dans le cas de Jean Van Damme, mais réel. Et comme j'étais un fan inconditionnel de ses albums, une partie de mon apprentissage de départ a été littéralement de faire de la dissection d'albums de Jean Van Damme. Donc j'ai passé des heures à regarder ces pages, comment elles étaient composées, à prendre des notes. Et donc, en quelques années plus tard, j'ai pu faire Dargaud m'a proposé de faire un 13, et que j'ai eu le cadeau immense d'avoir une préface de Jean. Ça a effectivement été une étape dans mon travail. Quant à Go Nagai, alors là, c'est encore plus extraordinaire, c'est tout aussi extraordinaire, en fait. Moi, comme 4 millions d'enfants français, je crois, à 9 ans, je tends mes bras dans la cour de récréation, je cours partout et j'ai l'impression d'être Goldorak. Je rêve Goldorak, je dors Goldorak, j'achète Goldorak. Mais on a été des millions comme ça, à être fascinés, à être emmenés dans cet univers-là. Et quand, 35-40 ans plus tard, on vous propose d'écrire le dernier épisode, on vous propose de revenir dans la cour de récréation de l'école primaire avec des outils d'adultes, avec un regard un peu différent. Et qu'en plus, vous avez l'approbation et la joie, l'enthousiasme de cet immense mangaka. Vous avez parmi les plus beaux cadeaux que vous pouvez avoir dans une carrière de scénariste. Un scénariste au talent d'écriture certain, il faut bien le dire, qui vous emmène partout, en tous les cas jusqu'au cinéma et dans l'écriture de séries télé, avec une passion pour la Belle Époque et la police, à moins que ce soit un hasard, avec votre aventure des Brigades du Tic qui sera adaptée pour le grand écran en 2007 par Jérôme Cornio, et puis actuellement à voir sur Canal+, la série Paris Police 1905 dont vous avez écrit la saison 2. On va écouter un mix de ces 2 productions, Police à l'horizon de la Belle Époque. Bon, Terrasson, Bianchi, direction la sûreté. Messieurs, vous avez été choisis pour intégrer la première brigade mobile. Vous n'aurez plus qu'un objectif, assurer la sûreté de l'État. Homme de race blanche, 20 à 25 ans. A priori, un suicide. Rapport hebdomadaire de la brigade des mœurs, monsieur. Une semaine croustillante. Dans 1 heure, 2 gardes à l'avant du fourgon et 1 à l'intérieur. Ça sera dans le coffre. Sois prudent. On sera toujours ensemble. La police des mœurs, c'est une usine à saleté. Dès qu'on s'approche, ça éclabousse. Police des mœurs. Nous aimerions votre assistance pour une affaire urgente. Vous serez prêt ? Place aux actes.
Bonneau a volé un carnet en cuir qui appartient à Casimir Cagne, le patron de la SGED. Vous savez ce que c'est? Et vous me demandez de vous couvrir? D'arrêter le propriétaire de ce carnet et de forcer à vous avouer tout ce qu'il contient. Marguerite Steinheil, vous connaissez? On l'assure d'un pompe funèbre. Constance. Je ne peux pas vous laisser me dénoncer. Voilà les vagabondages de Xavier d'Horizon dans La Belle Époque. D'où vient cette fascination pour La Belle Époque et la police, Xavier d'Horizon? Je crois qu'en fait, le point commun entre les deux, il porte un nom et un prénom, c'est Fabien Nury. C'est-à-dire que Fabien Nury, c'est un de mes meilleurs amis, mais c'est aussi un grand scénariste. Votre co-scénariste. Et voilà, et on a écrit ensemble donc les Brigades du Tigre parce que voilà, on avait répondu à l'époque à un appel d'offres où des producteurs cherchaient des scénaristes pour reprendre cette grande licence qui avait bercé notre enfance. Une de plus. Et grâce à Fabien, voilà, les producteurs nous avaient choisis pour écrire ce film. Et quelques années plus tard, Fabien de Nury devient le créateur et showrunner de la série Paris Police. Et comme on a beaucoup écrit ensemble, on a écrit un autre téléfilm, on a écrit beaucoup de bandes dessinées, bref, on est des vieux compagnons. Il me propose sur la saison 2 de venir lui servir, de sparring partner, voilà, de l'accompagner. Formation de ligue dissoute. Voilà, c'est ça, mais c'est d'abord son bébé plus que le mien, et il m'a invité à venir dans cette aventure de la saison 2 et on a écrit, développé ensemble, et puis lui a ensuite pris la main sur cette série qui est d'abord la sienne. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter du coup à cette saison 2? En fait, ce qui est intéressant, c'est on a voulu, je crois, tous les deux travailler d'abord sur les personnages. La première saison avait une intrigue policière assez lourde, puisqu'il y avait à la fois une grosse intrigue politique, mais en même temps une intrigue de serial killer. Et tout ça prend beaucoup de temps d'enquête, beaucoup de temps de témoignages, d'interviews, et ne vous donne pas le temps de vous occuper de ces personnages que Fabien avait créés. Et dans la saison 2, avec le producteur et Lionel Dossé, on s'est dit, ok, non, là, il faut passer du temps avec eux. Travailler sur, comme toujours, et c'est l'autre point commun entre d'ailleurs les Brigades du Tigre ou Paris Police, c'est qu'on est dans l'histoire, mais en fait, on est dans l'intemporalité, c'est-à-dire que, bon, évidemment, l'extrême droite n'a existé qu'en 1900, elle n'existe plus du tout aujourd'hui, vos auditeurs le savent bien. Et de la même manière que la volonté de groupes religieux de prendre le pouvoir dans les démocraties n'existe qu'en 1905 et plus aujourd'hui. Bon, vous voyez, ou de la même manière que ces luttes de classe dont on parlait sur 1629 n'existent plus aujourd'hui. Bon, c'est toujours la même idée, c'est que je crois qu'on a toujours cette envie à la fois de créer un contexte qui est certes historique, mais qui est en réalité intemporel. Et le travail ensuite, c'est d'amener nos spectateurs ou nos lecteurs à rentrer dans cet univers, non pas par de la politique, de l'histoire, de l'externe, mais y rentrer par de l'interne. C'est les personnages, et c'est là où on crée l'universel. Tu me fais câbler, traces de bave sur l'oreiller. Je porte tes tresses préférées, que tu puisses les agripper pour me dresser. Bébé, le code est envoyé, qu'est-ce qui t'empêche de monter? J'ai laissé les lumières allumées pour te repérer. Comme Dojo, je te dis, les rues sont trop pourries. J'ai fait l'eyeliner comme l'a dit. Ce soir, je suis devenue une baddie. Oh non, wait, qu'est-ce que je reçois comme texte? Wait, ce soir, j'ai pas envie de fesses. Je reste jouer à Pokémon. Je veux une soirée sans stress. Bébé, joue avec moi comme lion avec sa proie. C'est pas temps pour te voir que je ne veux pas être seule ce soir. Bébé, quand vient la nuit, je dors pas, je vois gris. Écoute-moi s'il te plaît, je te laisserai tranquille après.
faire la guerre, je t'attends au tournant. Tu m'as trop cassé la tête et pensais me réduire en miettes. Moi les miettes je les balaye et j'écris cette track en attendant la paye. Tu me fais perdre mon temps à jouer les gros méchants. Faut que j'aille brûler un encens pour effacer les ondes de ton comportement. J'ai appelé Lola Anjovi, on t'a jeté des sorts toute la nuit. T'étonnes pas si quand tu te lèves, tu te sens malade ou que t'as de la fièvre. Bébé joue avec moi, comme lion avec sa proie. C'est pas tant pour te voir que je ne veux pas être seule ce soir. Bébé quand vient la nuit, je dors pas, je vois gris. Écoute-moi s'il te plaît, je te laisserai tranquille après. De toute façon j'ai pas besoin de toi. Je suis jamais seule quand je suis avec moi, avec moi. C'était le son atmosphérique de Yoa et son titre amoureux Maddy qui nous rappelle la série Euphoria retrouvée sur son EP Chanson Triste. Elle sera en concert à la Maroquinerie le 24 janvier prochain. Merci Xavier d'Horizon. Vous, on vous retrouve en librairie 729 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, c'est chez Glénat. Goldorak, c'est aux éditions Cana. Et le Château des animaux et son nouveau tome, le 3e, La nuit des justes, c'est publié chez Casterman. Et puis à la série évidemment Paris Police 1905 sur Canal+. Merci beaucoup, bienvenue au club, c'est fini pour aujourd'hui. Bienvenue au club, c'est Henri Leblanc, Joseph Julien et Laura Dutèche-Pérez. Réalisation Colin Gruel et à la technique aujourd'hui Jordan Fuentes. À suivre, c'est Bienvenue au Book Club. On reste sur l'eau, enfin sur la Seine et en canoë, un peu plus improbable à traverser, mais pleine d'humour avec l'auteur Philibert Hume, prix Interallié. Et si on a le mal de mer, on continue de se promener mais sur la terre ferme avec Alexandre Chirati et son histoire du voyage à vélo.